Donc vous dites 4, 2. Deuxième loi. De Newton. Nous avons commencé par la première loi, où on l'appelait le principe d'inertie. Vous allez vous rendre compte qu'à partir de la deuxième loi, on peut retrouver la première loi. Et il y a une discussion, généralement se pose, quel est l'intérêt d'avoir deux lois lorsque une loi, elle est un cas particulier de la deuxième loi. Mais ceux qui posent cette question, en réalité, ne connaissent pas l'objectif de cette première loi. Théoriquement ou historiquement, on a commencé à penser à la première loi, à édifier une base pour l'étude de la mécanique, et par la suite, Newton a donné l'énoncé de la deuxième loi. Et ça arrive qu'il s'agit d'un cas particulier de la deuxième loi. Donc, l'énoncé, c'est quoi? Si nous avons un système soumis à des forces extérieures, la somme vectorielle de ces forces est égale au produit de la masse fois la dérivée, en réalité, l'énoncé du début, c'est la dérivée de la quantité de mouvement. C'est P qui est égal à mv. Et puisqu'on travaille en mécanique où la masse est constante, on fait sortir, ce sont des systèmes fermés, on fait sortir M et ça donne d de V sur dt et on retrouve A. Généralement, on travaille avec la somme des forces extérieures est égale à MA et A c'est l'accélération. Donc vous notez, dans un référentiel galiléen, mademoiselle, toujours, je vous vois avec une bavette, uniquement la moitié du visage. Cette fois-ci, sans bavette, c'est pas l'image ou la photo que j'ai dans ma mémoire. Je parle et je dis ce que tu es nouvelle ou parmi les paradoxes de Covid-19, c'est peut-être je peux vous passer une année avec moi sans bien connaître le vrai visage de mes élèves. Mais donc revenons à l'énoncé. Dans un référentiel galiléen, la somme vectorielle, la somme vectorielle des forces extérieures exercées sur un système est égale au produit de la somme du système et le vecteur accélération de son centre de gravité G. Et on notera somme des forces extérieures est égale à M. En réalité c'est d de P sur dt est égal à M d de V sur dt. Et nous pouvons l'écrire sigma des forces extérieures est égal à M à G. Là, c'est P de G, D de V de G sur dt. Là, une écriture vectorielle.
somme des forces extérieures est égale à D de P, avec P, c'est la quantité de mouvement. Oui, mademoiselle, tu peux envoyer cette discussion-là, on discutera. C'est quoi? Rien? On communique juste. Oui, cette communication juste doit être faux en classe. Non, sur le terre. Oui, c'est qu'il y a si tu veux un éclaircissement sur ce qui est écrit, on discutera ensemble. Parfois, pourquoi j'ai exprès utilisé cette écriture? Parfois, dans un exercice, on demande d'écrire l'équation différentielle de mouvement. Et si nous écrivons avec AG, il n'apparaîtra pas cette équation où on ne peut pas arriver à l'équation différentielle à partir de cette écriture. Donc, si on vous demande déterminer l'équation différentielle que vérifie la vitesse de centre de gravité, nous devons penser à remplacer AG par D de V, G sur D. D'accord? On peut aussi la remplacer avec DX encore. Non, DX2 sur le. Oui, ça dépend de la question. J'ai parlé de D de V sur dt parce que juste avant j'ai dit établir l'équation différentielle que vérifie. Nous avons l'habitude de parler de l'équation différentielle. Il faut choisir la variable, soit que vérifie Q ou UC ou U ou I, et ainsi de suite. D'accord? Donc, remarque. Cette remarque, c'est celle du principe d'inertie. Lorsque sigma df extérieur est égal au vecteur nul, si la somme est égale à 0, alors d de vg sur dt est égal à 0, ce qui donne que vg est égal à une constante. Et là, on retrouve le principe d'inertie. Le principe d'inertie. Donc, mathématiquement, le deuxième principe, c'est plus général. Mais il faut revenir à Newton et lui dire pourquoi il a commencé ces questions de discussion. Dans ce temps-là, on ne peut pas admettre tout ce qui est avancé, mais il doit être discuté. Dernier point, c'est 4.3, troisième loi de Newton. Je n'ai pas donné chaque loi. En réalité, ils sont connus lorsque j'étais élève comme vous. Je ne connais pas première loi, deuxième loi et troisième loi, mais j'ai étudié par le principe d'inertie, le principe fondamental de la dynamique et le principe de l'action et de la réaction ou les interactions mutuelles. Donc, ce qu'on connaît là, c'est le principe fondamental de la dynamique. Et le connu sur PFD, principe fondamental de la dynamique. Vous savez, un principe, on ne peut pas le démontrer.
on l'admet. Et lorsque il y a un cas qui ne vérifie pas cette loi-là, on est obligé de ne pas le prendre. Donc, tant que tous les cas vérifient cette loi, donc on peut l'accepter. Évidemment, on vérifie cette loi. Donc, passons à la troisième loi de Newton, ou le principe des actions réciproques. Principe des actions réciproques. Principe des réactions, des actions réciproques ou des interactions mutuelles. Vous l'avez étudié en commun. Nous avons pris un cas particulier, c'est la force de gravitation. Évidemment, ça entre dans ce principe-là des actions réciproques. Donc, vous notez, si un système A, un système A exerce une force F de A, exerce une force, comme nous l'avons noté auparavant, F de A sur B, exerce une force sur un autre système B, virgule, alors le système B exerce aussi sur le système A, alors le système B exerce aussi une force, exerce aussi sur le système A une force F de B sur A, virgule, ayant même droite d'action, ayant même droite d'action, même intensité, et parfois on utilise même valeur. On peut utiliser même norme, même intensité et même valeur. Même intensité et même et de sens opposé. Donc, deux points à la ligne, et on écrira cette relation-là. F de A sur B est égal à F de B sur A moins F de B sur A. Tout cet énoncé est résumé par cette relation-là. Deux vecteurs, ça veut dire que les deux vecteurs sont collinéaires. Même norme et de sens opposé. D'accord. Évidemment, celle que nous avons traitée durant la séance précédente, on a pris un cas particulier, ce sont les interactions gravitationnelles. Mais aussi on peut parler des interactions électrostatiques. Dans deux charges électriques, entre deux charges électriques s'exercent des forces. Et il y a une action et de force de même direction, de sens opposé et de même intensité, et cette relation-là est connue sous ceux qui ont été l'année dernière ou première année. C'est la loi de Coulomb. Loi de Coulomb, F de A sur B est égal à moins F de B sur A est égal à une constante K, QA fois QB sur R au carré, porté par une vecteur unitaire U. D'accord? Donc, vous mettez remarque. Remarque, ça concerne cette troisième loi. La troisième loi de Newton est valable
est valable pour tous les états de mouvement ou de repos. Est valable pour tous les états de mouvement ou de repos du système. C'est-à-dire un corps en mouvement sur un plan incliné. À chaque instant, il y a une force exercée par le corps sur le plan, et le plan exerce une force de même intensité, de même direction, mais de sens opposé, durant toutes les étapes de mouvement. Deuxième tiré, valable aussi pour toutes les forces. Valable aussi pour toutes les forces. Valable aussi pour toutes les forces qui s'exercent soit à distance, ou par contact. Le dernier exemple que je viens de donner, c'est le cas, le système et le plan sont en contact. L'exemple que j'ai pris avant, la loi de Newton, c'est à distance. Et celui des interactions gravitationnelles sont aussi à distance. D'accord? Peuvent être un astre, la Lune ou autre. Donc voilà, on passera à application, c'est 5 en chiffres romains. Donc 5. Comment exploiter la deuxième loi? Comment? Comment exploiter la deuxième loi de Newton? Généralement, dans un exercice, les questions sont proposées de telle manière à vous guider, soit par des étapes avant d'arriver à l'application de la deuxième loi, soit parfois la question elle est comme ça, par application de la deuxième loi, montrer que le mouvement est tel. D'accord? Et dans ce cas-là, je suis obligé de passer par d'organiser le travail et de passer par les étapes qu'on va citer. La première des choses, c'est définir le système. Pourquoi c'est primordial de définir le système? Voilà, et pour définir les forces extérieures. Sans que le système soit bien défini, je ne peux pas connaître quelles sont les actions internes ou externes. Donc, il faut généralement, le système il est défini par l'énoncé. On étudie le mouvement d'un corps. Et là, il suffit de le préciser. Vous mettez le système étudié 2 points et le skieur, comme on va voir dans une feuille tout à l'heure. D'accord? Donc, on va citer ces étapes pour appliquer ou résoudre un problème en dynamique. Pour appliquer ou résoudre un problème de dynamique en utilisant la deuxième loi, la méthode est généralement toujours la même. La méthode est généralement toujours la même. C'est-à-dire, ce qu'on va dire là, il est applicable généralement à tous les problèmes.
Je reprends. En utilisant la deuxième loi, la méthode est généralement toujours la même. À la ligne premier tiré. Préciser le système à étudier. Préciser le système à étudier. Deuxième tiré. Faire le bilan. Faire le bilan de toutes les forces. Faire le bilan de toutes les forces qui agissent sur le système étudié. Troisième point, faire un schéma précis. Faire un schéma précis et suffisamment grand pour pouvoir y représenter toutes les forces dont les caractéristiques bien connues. Ça veut dire, dans les données, certaines forces, on parlera des forces usuelles que nous avons déjà traitées. Donc, je sais à l'avance comment représenter R, sauf, il suffit de connaître les données. Je peux représenter aussi P, et ainsi de suite. Ce qui manque, c'est par exemple, je ne connais pas l'intensité de R, mais dans ce cas-là, toujours on demande sans souci de l'échelle. Ça veut dire, on représente d'une façon qualitative. Mais, par exemple, P, si le plan est ainsi de suite, je ne peux pas représenter P comme ça, c'est faux. Généralement, la plupart des cas, ils n'oublient pas il oublie que là, ce n'est pas le sol. Le sol, il est là. D'accord? Donc, le tiré suivant. Choisir un référentiel galiléen. Choisir un référentiel galiléen. Ouvrez une parenthèse. Généralement, il est donné. Généralement, il est donné. Point suivant. Écrire la relation de deuxième loi. Écrire la relation de la deuxième loi. Sigma df extérieur est égal à MAG. Parfois, sans continuer la réponse, cette relation-là mérite, dans certains cas, dans un devoir ou dans un 0,25. Donc, généralement, je ne l'écris pas, mais j'ai dit par application de la deuxième loi, 2 points, et j'écris la relation, et je passe à la projection, ce qui suit par la suite. D'accord? Le point suivant, le tiré suivant. Projeter la relation précédente. Projeter la relation précédente sur les axes du référentiel. C'est-à-dire sigma df extérieur sur x est égal à MAGX et sigma de f extérieur selon y est égal à MAGY. Là c'est sur OX et là sur OY. On fait les deux à la fois. On va voir. Généralement, je les pose. Mais selon les questions,
Selon les questions, si on demande par exemple déterminer une grandeur, j'essaie de laquelle de deux équations me donne cette grandeur et j'applique. Là, je vais la noter 1 et la 2. Et je passe à la question. Calculer par exemple l'accélération. Je vais à partir de 1 et je vais essayer de me répondre. Parfois, je n'ai pas besoin de la deuxième. Ça dépend de l'exercice. Une petite remarque là, je vais vous distribuer cette... je vous ai envoyé un exercice et j'ai vu que il ne remplit pas tous ce qu'on devrait avoir, les compétences qu'on doit appliquer. Cette méthodologie n'est pas dans ces exercices et c'est pour cela que j'ai refait d'autres exercices et ils sont là. D'accord? Je ne sais pas si je l'ai envoyé vous étiez là, ici, mademoiselle, ou si... Commencera par l'exercice 1. Mais vous pouvez, qui est le responsable ou la responsable, tu gardes là. Si j'ai dit une petite remarque. En réalité, nous avons fait une étude qui est cinématique. Mademoiselle, une petite précision, et je vous laisse le temps de répondre. J'ai dit que cette relation-là, elle met en égalité deux grandeurs. Des grandeurs cinématiques, où il y a OM, V et AG, et de l'autre côté, ce sont des grandeurs dynamiques. C'est-à-dire, ce sont les causes ou ces forces qui donnent ce mouvement. Donc, généralement, quel est le but des exercices? Soit qu'on vous donne les actions ou les forces exercées sur le système, et on vous demande de calculer la nature de ce mouvement. Soit qu'on vous donne, par exemple, le premier exercice, là, c'est un exercice qui revient uniquement au côté cinématique, soit on vous donne le côté, une grandeur cinématique, on essaie d'arriver à calculer les caractéristiques d'une force donnée. D'accord? Voilà. Essayez de commencer à voir le premier exercice. Le premier exercice, concerne la partie l'étude cinématique. Donc, 5.1, exercice numéro 1. Sur le cahier. Non, partie cours. Lorsqu'on fera une série d'exercices, dans ce cas-là, c'est les premiers exercices, il vaut mieux d'être sur le cahier du côté court pour en revenir et enchaîner avec le cours. Donc le premier exercice, ils nous ont donné une courbe, cette V, en fonction de T. D'accord? Je vais T en seconde et là mettre seconde moins 1. Je vais prendre 2 points. Là, c'est le premier point, c'est combien? C'est 0,1
1, 2, 3, donc 5 c'est combien? 0,2, 0,20, 22. 22, 24, 26, c'est 0,2 plus une division. C'est 0,2 divisé, c'est 0,40, 0,05. Ça veut dire que là, on a 0,25. Il suffit de faire la règle de 3. Là, c'est 0,25. Et il y a un. Ici, c'est 0,6. D'accord? Tout simplement, il y a l'échelle que vous avez. Là, c'est 0,2. C'est déterminer l'équation horaire de la vitesse, V de t. Première série. Comment? D'abord, d'après la courbe, V de t est une droite. Oui. V de t est égal à AT plus V. V à l'instant 0 est égal à B. D'accord? Ce qui nous donne V0 est égal à 0,25 mètres secondes moins 1. A, c'est quoi? Le coefficient des Richter. D'accord? Comment calcule-t-on A? 2 points. C'est 1 moins 0,25 sur 0,3 moins 0. C'est 0,75 divisé par 0,3. 2,5. Donc A, 2,5, l'unité mètre seconde moins 2. Là, c'est en mètres. Seconde moins 1. Là, c'est en seconde. Là, en mètres, seconde moins 1. Et là, doit être en mètres, seconde moins 2. Pour qu'il y ait une homogénéité dans l'unité. Mademoiselle Fatima Zahra, quelle est ta question? Rien. Cet après-midi, uniquement de discussion, c'est le deuxième cas. Je me trouve étranger à cette discussion. Donc, on passe à la question de déterminer l'équation x de t avec x à l'instant t est égal à 0 et les nuls. Donc, nous avons ici, deuxième question, donc que V est égal à d de x sur dt. Nous avons d'accord? De là, donc x de t est la primitive de la fonction v de t avec v de t. C'est combien? C'est 2,5 t plus 0,25. D'accord?
c'est un là. Donc x de t. Ça donne quoi? Donc 2,5. T, c'est t à la puissance 1. Donc 1 plus 1 sur 1 plus 1, donc sur 2, t carré. Et là, c'est une constante, 0,25 fois t plus x0. Tout à l'heure, on va donner un petit résumé. J'aimerais bien que vous appeliez, que vous répondiez de cette manière, plutôt que des relations à prix. On parlera tout à l'heure. Donc, l'écriture finale de x de t, c'est 1,25 t carré plus 0,25 t. Et x0 est égal à 0, il est donné avec là, x0 est égal à 0. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Là, c'est le premier exercice. À partir de cet exercice, on peut donner des informations supplémentaires qu'on peut utiliser par la suite. Donc, vous constatez, si dans un exercice, la fonction v de t est une droite, alors l'accélération est constante. Donc, à partir de ce graphe-là, je peux dire que le mouvement est uniformément varié. Donc, dans le cas où l'accélération est constante, et il se fait selon une droite, donc le mouvement est rectiligne uniformément varié. Parfois, on ne demande rien. À partir de cette courbe, la question, déterminer la nature du mouvement. Donc, comment doit-on répondre? Puisque la fonction v est une fonction affine du temps, alors le mouvement, d'abord, je dois connaître comment il est. Il se fait sur une droite, donc il est rectiligne. Je ne peux pas voir qu'il est rectiligne de là. Là, il me donne que l'accélération, elle est constante. Puisque le mouvement est rectiligne et l'accélération, elle est constante, donc le mouvement est rectiligne uniformément varié. Évidemment, je peux ajouter si il est accéléré ou s'il est retardé. Généralement, si le mouvement, je ne peux pas faire le produit, nous avons le produit entre le vecteur vitesse et le vecteur accélération. Je peux prendre un raccourci pour cette réponse. Je dirais, puisque le sens de mouvement, puisque le sens, l'orientation de l'axe est dans le sens de mouvement, si l'orientation de mouvement s'effectue, l'orientation de l'axe est du même sens que le mouvement, dans ce cas-là, CA est positif, il est accéléré. CA est négatif, il est retardé. Au lieu de réaliser ce produit, vous écrivez une phrase. Puisque le sens de mouvement est le sens positif de l'axe, alors A, parce que toujours le sens de mouvement, V est là le sens de mouvement. Et puisque l'axe a la même orientation, le même sens que celle de V, donc ça se voit que le produit, ça sera positif. D'accord? Donc, pour nous, en résumé, pour un mouvement rectiligne uniformément varié, qu'est-ce que nous pouvons écrire comme résultat? Ceci, je dois le connaître à l'avance. Donc, A est égal à une constante. V est une fonction affine, AT plus V0. S'il se fait sur un axe X, c'est V0X et là, c'est Vx et là, V0X. On travaille avec, ce sont des valeurs algébriques. Vous avez un exercice sur l'ancien, c'est pour cela que je ne l'ai pas gardé. On ne peut pas commencer avec un exercice qui est musclé. On donne l'orientation de l'axe dans un sens et V0 dans le sens opposé.
Donc, dans certains cas, on parlera de Vx. Ce Vx peut être positif, peut être négatif. Et vous voyez les données de cette ci, vous l'avez vu, c'est moins 1 mètre par seconde pour l'ancien exercice. D'accord? Donc, voilà. Et cette forme-là, vous voyez que x de t est égal à 1 demi ag t carré plus v0x t plus x0. Voici la carte d'un mouvement rectiligne uniformément varié A, V et T. Il suffit d'avoir une courbe. Dans ce cas-là, la fonction elle est croissante, donc elle est accélérée. Dans certains cas, on aura une fonction qui est décroissante et par la suite le mouvement est retardé. Et nous pouvons connaître, là c'est la vitesse initiale. Dans ce cas-là, la vitesse initiale elle est là. Et je peux déterminer l'instant où la vitesse s'annule. En quelque sorte, la durée du mouvement. D'accord? C'est là on peut travailler. Généralement, on donne une courbe comme celle-ci. Et il y a plusieurs questions qui se posent. D'accord? 5 minutes. Et on reprend. Voilà les données de l'exercice 2. Mouvement d'un solide sur un plan horizontal sans frottement. Donc le départ, donc je relis et vous pouvez suivre sur votre feuille. On considère un solide S de masse M est égal à 0,25 kg posé sur un plan horizontal. Pour faire glisser le solide, on lui applique par un fil une force horizontale d'intensité F. Le solide fait le départ du point A à l'instant T est égal à 0 sans vitesse initiale. VA est égal à 0. On étudie le mouvement dans un repère ROJ lié à la Terre supposée galiléen. Les données, les frottements sont négligeables. G 10 mètres seconde moins 2. On admet pour le moment cette unité-là en attendant de la vérifier par la suite. On va voir par la suite. À l'instant TB, 2 secondes, VB est égal à 2 mètres par seconde. Premièrement, en appliquant la deuxième loi de Newton, montrer que l'équation différentielle, voilà, montrer l'équation différentielle vérifiée par l'abscisse XG de centre d'inertie G de solide S s'écrit sous la forme D2 X sur DT2 est égal à F sur M. En déduire, et là il y a un U qui manque, en déduire la nature du mouvement de G, centre de gravité du solide S. Donc, première question. Montrer que D2X sur DT2 est égal à F sur M. D'accord? Ça y est? Donc, on va essayer d'appliquer ce que nous venons de... Donc, pour répondre, montrons ou établissons. C'est donner l'information, ce que vous allez à faire. Donc, établissons. D2 X sur DT2 est égal à F sur M. Donc, on commence par le système. Le système étudié est S.
du solide et S. Le solide S, on l'a donné le nom S, donc pour simplifier. Deuxième point, bilan des forces extérieures. S'il vous plaît, pour que vous ayez le temps d'écrire tout ça, il faut s'entraîner. Et dans ce type de questions, ne faites pas de bruit. Essayez d'appliquer dans plusieurs exercices de telle façon à avoir un temps minimum. Donc, c'est question de... Il faut s'entraîner. Donc, on a quoi? Le poids P et l'action du plan sur S. On la note R. Ou la réaction du plan. C'est la même chose. Nous venons de donner la troisième loi. La tension de fil. C'est T ou F, non nommé F. Maintenant, c'est l'application. Appliquons la deuxième loi de Newton. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Le plus important. Je dois reproduire le schéma qui est sur la feuille. Là, je l'ai sur le tableau. Donc, je vais essayer de le... Vous allez la reproduire sur la feuille. Donc là, il y a le P à partir de G. Dans ce cas-là, R, elle est normale. Donc, R, elle est normale. Voilà. Voici les trois forces que s'exercent. Ce sont des forces extérieures. Le fil sur le solide, le plan horizontal sur le solide et l'action de la Terre sur le solide. Donc les trois sont extérieurs. Donc nous mettons sigma est égal à M à G. C'est-à-dire P plus F plus R est égal à M à G. Là, je vais essayer d'écrire d'une autre manière. C'est le plus simple, essayer de faire ce travail-là. Donc, ce P, je vais essayer de les coordonner de chaque force dans ce... Donc, j'ajouterai là Y, même s'il n'est pas donné. Donc, j'aurai quoi pour P? Sur X, c'est 0. Sur Y, c'est moins FG. Plus F. Donnez-moi les coordonnées. Sur X, c'est plus F, c'est F. Et là, 0. Plus R. C'est 0. Et là, c'est R. Qui est égal à M à G. Et là, je vais utiliser, c'est M d2 de x sur dt carré. Et là, M d2 de y sur dt carré. Voilà. Généralement, lorsque la question posée met en évidence l'équation différentielle, au lieu de garder, s'il me demande de déterminer l'accélération, je m'arrêterai là.
Mais en lisant l'équation différentielle que vérifie V, si la question établir l'équation différentielle que vérifie V, je ne vais pas écrire ceci. Qu'est-ce que je dois écrire? M d de Vx sur dt, M d de Vy sur dt. Donc de là, qu'est-ce que je peux écrire là? 0 plus f plus 0, ça donne. Là, je vais prendre ce qui est demandé dans la question. De là, on en déduit. J'écrirai une seule, que f est égal à m d carré ou d2 sur dt2, et de là, d de x sur dt2. En réalité, je dois l'écrire de cette manière-là, moins f sur m est égal à 0. Si on vous demande d'établir l'équation différentielle que vérifie, je l'écrirai tous les termes dans un seul côté. Mais si nous voulons respecter, si il nous donne vérifier ou montrer cette expression, on l'écrira. Mais si on ne nous donne aucune expression, sauf la question établir l'équation différentielle que vérifie xg, là je dois écrire celle-là. Et je dois ajouter la g. Là, nous avons f sur m est égal à hg. M elle est constante. On va voir f, une force d'intensité constante. Normalement, une force d'intensité F, on doit mentionner qu'il doit être constante. D'accord? Donc F est égal à une constante et M est égal à 0,25 kg. Donc Hg est égal à une constante. Donc le mouvement est rectiligne uniformément varié. Mouvement rectiligne uniformément varié. Maintenant, on passe à la question 2. C'est pour cela, dans l'exercice, j'ai mentionné toutes les grandeurs là. Gm, Gxa, Gtb, Gg, Vb. Et la valeur, normalement, je dois mettre ici que F et point d'interrogation, c'est-à-dire il n'est pas donné. F n'est pas donné, on ne peut pas, donc la relation, cette relation F sur M qui est égale à Hg ne donne rien. D'accord? Et il y a deux inconnus, F et Hg. Donc, on utilise les équations. C'est la fonction de V de t est égale à Hg t plus V0 et x de t est égal à 1 demi à g t carré plus V0 t plus x0. Généralement, dans le cas simple, une seule suffit. Si vous voyez l'exercice, la feuille que je vous ai envoyée, on est obligé de travailler avec les deux. Une petite remarque. Généralement, on donne la vitesse et le temps. Et il y a une relation qu'on appelle la relation indépendante de temps. Vous pouvez la trouver dans des réponses, dans des exercices. Cette relation-là, c'est V2 carré moins V1 carré est égal à 2AG x2 moins x1. Cette relation n'est pas acceptable à utiliser directement. Vous devez faire le travail et aboutir à cette expression-là. D'accord? Donc, dans ce cas-là,
J'ai un instant, je regarde les données, j'ai TB et j'ai VB. J'ai TB, j'ai VB. Il suffit de savoir la vitesse à l'instant t est égal à 0. C'est VA est égal à 0. Donc AT est égal à 0. V0 est égal à VA est égal à 0. Donc, j'aurai la VB est égal à AG fois TB. Donc, AG est égal à VB sur TB. Application numérique. AG est égal, c'est 2 sur 2, est égal à 1 mètre seconde moins 2. S'il vous plaît, n'oubliez pas les unités. Parfois, une question est notée sur 0,25. Par exemple, si cette question est 0,25 et vous faites la réponse et vous donnez 1, généralement, vous n'aurez rien. L'oubli de l'unité, mais parfois on peut assimiler l'oubli d'un cas. Par exemple, si on oublie la première, on dit que c'est pas grave, mais si on trouve une autre application, qu'on oublie l'unité, ça sera moins 0,25. Ça veut dire que celui, je l'ai oublié, d'accord. Mais dans toutes les applications, il n'y a pas d'unité. Ça veut dire que celui-ci ne connaît pas les unités des grandeurs qu'il calcule. Essayez de sauver vos notes. Ne pas répondre, ne pas donner les unités dans un examen de baccalauréat. Vous pouvez perdre jusqu'à 3 points. À condition que vous répondiez, si vous pensez avoir 20 sur 20, en oubliant les unités, vous n'aurez pas 20 sur 20. Oui. Si on oublie, ça veut dire l'unité de quelque grandeur, est-ce qu'on peut mettre... Non, SI, non. Mettre SI, ça veut dire que tu ne connais pas la vraie unité de cette grandeur. Jamais. Dans un exercice, je peux donner une constante est égale à 2,7 SI. Et je peux, dans une question, demander quelle est l'unité de cette grandeur. En utilisant les équations dimension, vous êtes capable de déterminer l'unité de chaque grandeur. Ne mettez jamais SI. SI, c'est quand vous n'avez rien écrit. C'est la même chose. Donc, voici la question 2. Question 3. Calculez l'intensité de la force F. Là, c'était 2. 3. On revient à cette relation-là. F sur M est égal à AG. Donc, F, évidemment, nous avons des... F est égal à M A G. C'est 0,25 fois 1. Donc, F est égal à 0,25 newton. Newton. Voilà. Question suivante. Calculer la distance AB. AB, c'est quoi? C'est la question 4. 4 AB, c'est quoi? C'est XB moins XA. C'est ça? Pourquoi j'ai écrit ici? Est-ce que A coïncide? Nous avons l'équation x de t est égal à 1 demi AT carré plus V0t plus x0. X de t, là A c'est combien? C'est 1. C'est 1, c'est t carré. V0, c'est la vitesse en A est égale à 0.
plus x0. Voilà. Comment? On va utiliser la racine carrée. Là, AB. Sans racine carrée. comment utiliser AB? La norme de... Oui, bah, D, là c'est D. On note AB, on ne va pas utiliser l'expression mathématique. C'est pas un vecteur. D'accord? C'est une distance. Une distance entre deux points, c'est AB ou D. Si j'utilisons les coordonnées, c'est XB moins XA. Donc X, là, je peux l'écrire quoi? Celle-là. Monsieur, c'est 1 demi Théodore. Oui, 1 demi, A c'est combien? 1, donc 0,5. 0,5 T carré plus X0. J'ai dit c'est X de T qui est égal à 0,5 T carré plus XA. XB c'est quoi? Si nous voulons XB, c'est 0,5 TB carré plus XA. Et là, c'est facile de trouver que XB moins XA est égal à 0,5 TB au carré. Expression littérale. Et on fait l'application numérique. Donc, AB. C'est 0,5 fois 2 au carré. C'est 2 mètres. Parmi, on discute un petit peu ce cas-là. Si nous avons A ici, AO, et là c'est B, nous pouvons calculer la distance AB, c'est quoi? C'est XB. C'est directement XB. D'accord? Et de là, je peux faire l'application. Mais dans ce cas-là, nous n'avons pas A avec B. Donc on doit calculer, on doit penser que AB c'est XB moins XA, qui est égal à D, et calculer XB et savoir XA et faire la différence. Là, ce n'est pas un cas qui est qu'on trouve toujours. Généralement, si vous regardez l'autre feuille que je vous ai donnée, A, il est le point de départ. Je chercherai cet exercice-là que je vous ai envoyé tout à l'heure. Le point de départ, c'est A, et là, c'est B. Lorsqu'on demande la distance AB, il suffit de connaître XB, puisque A coïncide avec l'origine. Mais si les deux points, l'une des deux points n'est pas à l'origine, je ne peux pas utiliser l'abscisse de G pour déterminer la vitesse. D'accord, Riba? Donc on passe au dernier exercice. Exercice 3. Mouvement d'un skieur sur un plat incliné avec frottement. Un skieur S de masse petit m avec son équipement descend suivant une ligne du plus grand pente, un plan incliné, faisant un angle bêta égal à 30 degrés avec le plan horizontal. On choisit un système de référence galiléen lié
au repère d'espace A, I. Il aborde de l'eau d'une piste au niveau A à l'instant T est égal à 0, sans vitesse initiale, on donne XA est égal à 0, VA est égal à 0. Durant son mouvement, le skieur subit des forces de frottement. Ces forces peuvent, mademoiselle, toute séance. Durant son mouvement, le skieur subit des forces de frottement. Ces forces peuvent être assimilées à une force unique petit f, opposée au mouvement et d'intensité constante. Voilà, dans ce cas-là, il nous donne une force d'intensité constante pour qu'on puisse dire, lorsque F A est égal à F sur M il est constante, mais nous devons avoir, F doit être constante, ce qui n'a pas été mentionné dans l'exercice précédent. Donc il y a des données, la masse, G, l'intensité de la force de frottement, la distance de A à B, BC, et ainsi de suite. Premièrement, montrer que l'expression de module ou de la valeur algébrique de vecteur vitesse ou la valeur algébrique de l'accélération, s'écrit sous la forme HG est égal à G sinus bêta moins F sur M, puis calculer HG. Donc, la première des choses, on va essayer de faire le schéma. Et généralement, je ferai, si l'étape concerne A et B, ce n'est pas la peine de faire tout le trajet. Si la première partie concerne l'étude de la portion AB, je mettrai uniquement AB. Donc là, G, il y a P, il y a F. Je veux une petite remarque, s'il vous plaît. J'ai omis la représentation de skieur. Je représentais que G. Et par la suite, j'ai le droit de faire glisser tous les vecteurs force en ce point. En réalité, si je mettrais ça sera F de là. Et il appartient ici. Donc, pour faciliter l'étude, je mettrai là c'est RN, là c'est F, et je mettrai l'axe de là. Là c'est X, et là c'est O, et là c'est I. D'accord? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire N de R? GN. RN. D'abord, je complète. Qu'est-ce que ça veut dire? N. Tu étais avec nous la dernière séance? Non. Nous avons parlé des forces usuelles. Parmi les forces usuelles que nous avons traitées, c'est l'action d'un plan sur un corps S. C'est la réaction. La réaction de plan sur le système étudié. Cette force-là, en réalité, elle a un double effet. La première des choses, elle se tient le corps de ne pas descendre, et l'autre action, c'est empêcher, elle peut empêcher le corps de glisser. D'accord? Donc, ce R-là, voilà la réaction R. Je peux la décomposer en Rn et F. D'accord? Voici le sens de mouvement. Donc, toujours commencer par un schéma. Vous représentez les forces exercées. Parfois, on ne va pas suivre étape par étape. Parfois, lorsqu'on fait ce schéma, c'est déjà compris que vous avez défini, lorsque vous faites la G, c'est déjà, vous avez défini le système étudié, et lorsque vous représentez les forces, c'est en quelque sorte, vous avez fait le bilan. D'accord? Ce schéma-là peut remplacer plusieurs étapes que nous avons citées dans le cours. Donc, je passerai directement à toi en appliquant deuxième loi. Deuxième loi, sigma df extérieur est égal à m à g
Et qu'est-ce que je vais écrire de la même façon? R plus P plus est égal à M à G. Je que de force, le poids et la réaction. Et je vais mettre là les coordonnées. Sur X, c'est moins F. Sur CRN, plus. Là, on doit. Nous avons déjà traité ceci en première année. Lorsque nous travaillons le travail. Le travail, c'est AV, il y a le sinus. Je vais mettre là. Là, c'est la perpendiculaire. Là, c'est le. Je vais faire ce travail ici. Là, c'est alpha. Là, c'est P. Je vais utiliser que P. Je vais mettre la perpendiculaire au plan. Donc, ces deux angles, comment ils sont? Ce sont deux angles complémentaires. C'est-à-dire, leur somme est égale à P sur 2. Et ces deux angles-là, celui-là et celui-là, ils sont aussi complémentaires. Deux angles complémentaires au même angle sont celui-là, il est complémentaire avec celui-là. Et celui-là, il est complémentaire avec celui-là. Donc, j'aurai là alpha. Et de là, j'ai la projection, le sens, elle est vers le bas. La projection, elle est positive. Voilà Px. J'aurai là quoi? Le côté adjacent. Donc, P cosinus alpha. Et voici Y. Qu'est-ce que j'aurai là? Donc, PY, elle est négative. Moins P. Pardon, là, ici. Là. Là, c'est P cosinus alpha. Là, c'est P sinus. Voilà la projection. C'est le côté de cet angle-là. C'est P sinus alpha. Et là, c'est moins P cosinus alpha. Est égal à M à G. Et là, 0. On complétera par la suite. Là, la projection Px, il est là. C'est de cet angle-là. Le côté opposé, c'est le sinus. D'accord? Pourquoi j'ai mis ici 0? Il n'y a pas de mouvement sur l'axe des Y. Il y a un seul mouvement qui est sur l'axe des X. Pas de mouvement, c'est 0. D'accord? On complétera la semaine prochaine, Inch'Allah. Le samedi. Vos camarades, vous êtes en phase avec les autres. Même partie. Demain, j'ai un devoir avec eux. C'est pour cela que, donc le samedi, Inch'Allah, on complétera ce qui reste. On va essayer de voir comment dirais-je, l'électrolyse. On va essayer, ça